Mesdames et messieurs les membres de la Conférence nationale d'expression citoyenne, c'est avec un plaisir réel que je vous retrouve ce jour à l'occasion de la première session ordinaire 2025 de notre instance suprême, la Conférence nationale d'expression citoyenne. En cette instance solennelle, je voudrais vous adresser mes chaleureuses salutations et vous remercier pour votre mobilisation exemplaire. Pour rester dans l'ère du plaisir des retrouvailles, je ne saurais poursuivre mon propos sans exprimer à l'endroit de chacune et de chacun de vous tous mes vœux ardents de bonheur et de paix. C'est le lieu de partager avec vous mon espérance en une année de réussite pour le noble combat que nous avons engagé pour la conquête du pouvoir d'État dans le but, bien compris, d'apporter notre contribution à l'édification de la nation ivoirienne. Chers camarades de la SENEC, chers camarades de la SENEC, les Ivoiriens sont en droit d'attendre des acteurs politiques des propositions et des solutions fortes, concourant à leur épanouissement plein et entier. C'est pourquoi je saisis l'occasion de cette tribune pour lever un coin de voile sur un autre pan de notre projet de société qui se rapporte à la thématique cruciale de la santé et de la protection sociale. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Tel est l'idéal quotidien de toute personne humaine. Mesdames et messieurs, notre postulat repose sur le fait que la santé et la protection sociale sont intimement liées et constituent des piliers indispensables pour le développement humain et économique. De sorte que garantir à chaque individu l'accès équitable et juste aux soins et au bien-être est une obligation régalienne et surtout conforme à notre loi fondamentale qui, je le souligne, reprend dans son préambule l'article 25.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prescrit que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Fin de citation. De plus, l'article 9, alinéa 2 de la même Constitution engage que l'État a à assurer à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi. Fin de citation. Il convient de noter donc que la santé repose sur trois aspects complémentaires qu'il est essentiel de considérer ensemble pour une prise en charge efficace. Tout d'abord, selon l'Organisation mondiale de la santé, la notion de santé ne se résume pas simplement à l'absence de maladie ou d'handicap. Elle correspond plutôt à un état global de bien-être physique, mental et social. Chacun doit pouvoir jouir du meilleur niveau de santé possible, indépendamment de son origine, de ses croyances, de ses opinions ou de sa situation économique et sociale. Cette vision élargie de la santé met en avant son lien étroit avec le bien-être. Ensuite, la protection sociale joue un rôle clé en mettant en place des dispositifs destinés à soutenir les individus face aux risques de la vie, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de vieillesse, du chômage ou de la précarité. Enfin, l'inclusion sociale vise à garantir que chaque individu puisse trouver pleinement sa place dans la société sans être freiné par des discriminations ou des obstacles d'ordre personnel, économique, culturel ou politique. Supprimer ces barrières permet à chacun
de mener une vie épanouie en bonne santé physique et mentale. En complément de ces trois dimensions, d'autres éléments doivent être pris en compte, notamment le concept de système de santé et celui de déterminant de la santé. Le système de santé désigne l'ensemble des structures, des institutions, des acteurs et des moyens mobilisés pour préserver, améliorer ou rétablir la santé des populations. Cela passe par des actions de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies. Les déterminants de la santé, quant à eux, constituent une notion essentielle dans le domaine de la santé publique. Ils englobent divers facteurs qui influencent l'état de santé d'une population, sans pour autant être systématiquement des causes directes de maladies. Bien qu'il existe une corrélation entre certains déterminants et la santé, cette relation n'est pas toujours causale. Prenons un exemple concret. Vivre dans un environnement défavorisé est reconnu comme un facteur influençant la santé. Une personne résidant dans un quartier insalubre, entouré d'eau stagnante et de déchets non ramassés, sera davantage exposée aux maladies qu'une personne vivant dans un cadre propre. Toutefois, cela ne signifie pas que la pauvreté entraîne automatiquement une mauvaise santé. Si c'était le cas, toutes les personnes vivant dans des conditions précaires seraient en mauvaise santé, ce qui n'est pas systématique. D'autres variables, comme vous le constatez, entrent en jeu et peuvent atténuer ou accentuer cet impact. Ainsi, le manque de ressources économiques et sociales peut aggraver les risques sanitaires. Mesdames et messieurs, tels sont les concepts tels qu'ils se présentent au monde moderne. Mais pour mieux les cerner, un parcours dans l'histoire pourrait bien être meilleur conseillé. Du point de vue historique, le plus ancien écrit de politique de santé remonte au début de l'ancien empire égyptien, soit environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Il décrivait une véritable nomenclature des pathologies externes allant de la tête aux pieds, décrivant des cas cliniques avec des méthodes exploratoires alliées à des poses de diagnostic et des recommandations thérapeutiques. La gynécologie et la chirurgie tenaient une grande place et utilisaient l'art divinatoire comme appui. À cette époque, les médecins étaient prioritairement mobilisés aux soins de personnages plus ou moins importants, des ouvriers des mines et affectés aux immenses chantiers créés lors des constructions des temples et des pyramides qui étaient exposés au traumatisme accidentel. De toutes les façons, mesdames et messieurs, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, on peut présumer valablement que là où est né l'humain, la santé de façon inhérente et intuitive a existé. Toutefois, on fixe dans la Grèce antique la naissance de la médecine scientifique occidentale avec le célèbre Hippocrate qui la révolutionna en une nouvelle politique de santé en créant la première ébauche du code de déontologie médicale. Il est reconnu comme le père de la médecine scientifique moderne aujourd'hui. Il nous faut aussi prendre en compte la contribution non négligeable de la civilisation arabo-musulmane dans le développement de la médecine médiévale et de la santé publique. Cet apport est double. Le relais scientifique entre le monde antique et la gestion médiévale qui annonce la Renaissance occidentale. L'enrichissement du concept d'hôpital hérité des Romains associé étroitement à l'enseignement de la médecine. En effet, au 8e siècle, les gouvernants arabo-musulmans, conduits par les califes, les émirs et les sultans, vont doter leurs villes d'hôpitaux de qualité bien organisés, disposant d'une pharmacie et d'une bibliothèque, constituant ainsi un développement considérable par rapport aux antécédents antiques. Mes chers camarades de la Sénèque, pour être complet, il faut indiquer que les sociétés précoloniales africaines disposaient elles aussi de systèmes médicaux millénaires fondés sur l'usage
de composants naturels et de recettes mystiques héritées des ancêtres. Ces pratiques des guérisseurs africains, bien qu'institutionnellement non reconnues, répondaient et continuent de répondre aux besoins des populations. Déjà à l'époque de la préhistoire, les populations africaines utilisaient les plantes pour soigner blessures et maladies. Des découvertes archéologiques attestent des pratiques comme l'usage thérapeutique des plantes et la trépanation. La trépanation, c'est cette technique de perçage qui consiste à pratiquer un trou de forme circulaire dans la boîte crânienne dans le cadre du traitement de certaines pathologies nécessitant d'atteindre le cerveau pour libérer une hypertension crânienne. Et ça, nos ancêtres la pratiquaient. La colonisation européenne a bouleversé les habitudes des Africains dans tous les secteurs de leur vie sociétale. Le secteur de la santé n'y a pas échappé. C'est ainsi que l'administration coloniale a imposé le système médical moderne, que dis-je européen, reléguant la médecine traditionnelle africaine à une portion congrue. Malgré cette marginalisation, la médecine africaine a survécu. Elle est même priorisée par les Africains des zones rurales où l'accès aux soins modernes est limité. Aujourd'hui, elle impose une coexistence à la médecine moderne dans de nombreux pays. L'administration coloniale a réalisé des infrastructures modernes, hôpitaux, dispensaires, principalement destinés à répondre aux besoins des Européens et des travailleurs africains des zones d'exploitation. Cela a créé, bien entendu, une dépendance africaine aux infrastructures sanitaires coloniales et a renforcé par ricochet les inégalités sociales. Après les indépendances, des réformes sanitaires vont être entreprises dans de nombreux pays africains. En Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de feu le président Félix Houphouët-Boigny, des efforts ont été faits pour étendre ces infrastructures sanitaires. Mais la priorité a souvent été donnée aux zones urbaines, laissant en rade les zones rurales longtemps demeurées sous-occupées. Les politiques de protection sociale, bien que limitées, ont émergé avec des initiatives comme la Caisse nationale de prévoyance sociale pour le secteur privé et la Mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour le secteur public. Mesdames et messieurs, après ce voyage dans l'histoire, faisons à présent le diagnostic actuel de notre propre système de santé. Un regard sur la réalité du terrain nous laisse un goût amer. Des lacunes persistantes et plusieurs dysfonctionnements majeurs compromettent l'accès aux soins et à la qualité du système de santé. Cette situation se caractérise par 1. Un système de santé inégalement réparti et sous-équipé. Le système de santé ivoirien souffre d'une criarde inégale répartition des infrastructures et du personnel médical. 40% des médecins sont concentrés à Abidjan, mégapole ne représentant toutefois que 24% de la population, tandis que certaines régions, comme le Sud Bandama, le Nzi-Komoué, le Moyen Cavalier et celles du nord du pays, manquent cruellement de professionnels de santé. Dans les zones rurales, les paysans et les agriculteurs, mes chers collègues, sont laissés à leur sort avec des structures de premiers soins mal équipées, souvent dépourvues de pharmacie et encadrées par un personnel médical en sous-effectif. À ce jour, 48% du territoire national ne respecte pas le ratio officiel d'un hôpital pour 150 000 habitants et certaines zones comptent plus de 300 000 habitants pour un seul hôpital de référence. Même dans les hôpitaux dits de référence, la situation est critique. Infrastructures vétustes, manque de personnel, conditions sanitaires dégradées, ce qui compromet sérieusement la prise en charge des patients. 2. Un système hospitalier en crise. Cette crise s'observe par le manque de matériel médical,
est la saturation des urgences. Le manque d'équipements diagnostiques et thérapeutiques constitue un problème majeur qui aggrave la crise des services. Les urgences des grands centres hospitaliers publics, CHU de Trècheville, Cocody, Yopougon et centres médicaux d'Abobo, sont dans un état de saturation permanente, faute de médecins urgentistes, de lits disponibles et de matériel adapté. Au regard de la distance, séparant très souvent les lieux d'habitation des urgences, les malades y sont généralement admis épuisés et dans des états aggravés. Pire, ils y trouvent des structures incapables de répondre à leurs besoins. À cela s'ajoute le manque récurrent de médicaments essentiels dans les pharmacies, retardant ainsi et empêchant des soins appropriés. Par ailleurs, l'une des plus grandes afflictions du régime actuel est la corruption devenue endémique. Elle est partout, dans plusieurs compartiments de la société ivoirienne. Et malheureusement, le secteur de la santé est frappé de plein fouet par ce fléau. Des pratiques de corruption courantes s'observent partout. Détournement de médicaments et d'équipements vers des cliniques privées, les pots de fin exigés aux patients, la surfacturation des fournitures médicales, ainsi que la fraude sur les actes médicaux s'observent et affectent le système de santé, augmentent les coûts, détériorent la qualité des soins et touchent en profondeur les plus démunis. 3. Un accès aux soins limité par une très faible protection sociale. La couverture maladie universelle, censée améliorer l'accès aux soins, demeure largement inefficace en raison de nombreux dysfonctionnements. En outre, de nouveaux risques sanitaires émergent sous l'effet du réchauffement climatique induit par l'industrialisation forcenée, sauvage et de la détérioration des écosystèmes. Cette réalité impose une vigilance permanente face aux pandémies telles que la COVID-19, le VIH ou le paludisme. Cette dernière, du reste, est demeurée un fléau mortel, l'une des premières causes de mortalité en zone tropicale. Au regard de ces insuffisances nées de l'incompétence des autorités actuelles, à GPS, nous avons identifié 4 défis majeurs pour améliorer l'accessibilité aux soins. Bien évidemment, une réforme ambitieuse du système de santé est impérative. Celle-ci doit simultanément viser à 1. Renforcer les infrastructures et le personnel médical pour améliorer la couverture hospitalière. 2. Améliorer les équipements médicaux en dotant les hôpitaux d'outils modernes pour le diagnostic et le traitement. 3. Assurer l'accessibilité aux médicaments en vue de garantir leur disponibilité dans les hôpitaux et les pharmacies à des prix abordables. 4. Faciliter la prise en charge financière des patients, développer des solutions adaptées, assurance privée, couverture maladie universelle fonctionnelle, solidarité familiale. Au total, l'état actuel du système de santé ivoirien met en évidence des inégalités criantes, un sous-équipement chronique et une sécurité sociale inefficace. Face à ces défis colossaux, seule une réforme systémique et rapide, alliant investissement massif et gestion efficiente, permettra d'assurer à tous les Ivoiriens un accès équitable aux soins. Au regard des failles mentionnées plus haut, il urge de doter notre pays d'une politique de santé et de protection sociale inclusive. Face au désarroi de nos concitoyens confrontés à un système sanitaire défaillant, doublé d'une paupérisation grandissante, il nous faut éviter la politique de l'Autriche. Agir autrement reviendrait à livrer les Ivoiriens à l'automédication, conséquence immédiate de la mauvaise qualité du système sanitaire et de l'inaccessibilité aux soins, faute d'une véritable politique de sécurité sociale. En effet, l'automédication apparaît comme une contrainte, une solution alternative pour des populations exsangues et désespérées. Chers concitoyens, je suis prêt à gouverner la Côte d'Ivoire,
Et nous allons le démontrer tout à l'heure. La solide expérience acquise en 16 années passées dans la haute sphère de l'État m'y dispose. Et mon amour pour ma patrie m'y oblige. De ministre d'État à Premier ministre, de député de la Nation à président de l'Assemblée nationale, j'ai eu le rare et l'inestimable privilège d'être initié et solidement formé aux hautes fonctions d'État. Je suis prêt, donc, à redonner à la Côte d'Ivoire sa grandeur méritée avec une équipe dynamique et un projet de société bâti sur la fondation du réalisme et du pragmatisme. Mesdames et messieurs, les orientations de la politique sanitaire de GPS sont claires, audacieuses et réalisables. Oui, GPS, une fois investi de la confiance du peuple et oint de sa bénédiction, entreprendra un audit du plan national de développement sanitaire afin d'identifier les goulots d'étranglement et les insuffisances du système face aux nouveaux défis sanitaires et sociaux. Dès lors, les ajustements qui s'imposeront seront effectués pour améliorer la prise en charge médicale des populations. Le financement des réformes que nous envisageons n'augmenterait pas davantage une dette publique déjà asphyxiante, d'où les solutions innovantes suivantes. 1. Contrat de partenariat public-privé pour la réalisation d'infrastructures hospitalières dans les régions et départements. L'avantage de ces contrats pour l'État est la dotation de plusieurs collectivités locales d'infrastructures sanitaires sans recourir à l'endettement, mais plutôt en rémunérant les investisseurs privés par une redevance annuelle sur une période déterminée. 2. Concession de services pour la radiologie. L'acquisition et l'entretien des équipements de radiologie étant coûteux, nous accorderons des concessions à des entités privées spécialisées qui prendront en charge l'équipement et le fonctionnement de ces services. Le coût des prestations sera réparti entre l'État, la CEMU et les patients à travers le ticket modérateur. Mise en place d'un fonds de soutien à la politique de santé. Ce fonds sera alimenté en ressources provenant de taxes spéciales prélevées sur les industries minières et pétrolières en raison de leur niveau élevé de pollution et de leur impact préjudiciable à l'environnement. En outre, cette option obligera l'État à lutter davantage contre l'orpaillage clandestin. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous nous engageons pour une santé accessible à tous. Et comment? Par 1. La réhabilitation et le renforcement des infrastructures sanitaires existantes et en construire de modernes, notamment en zone rurale, non sans les équiper avec des technologies médicales de pointe. 2. La vitalisation de la CMU pour la rendre réellement fonctionnelle, simplifier son accès à la population et garantir son caractère gratuit aux femmes enceintes ainsi qu'aux enfants de moins de 5 ans. 3. La protection des populations vulnérables par la mise en place de fonds de solidarité pour personnes en situation de pauvreté extrême, ainsi que des mesures spécifiques pour les orphelins, les personnes âgées et les personnes handicapées. 4. Le bannissement de toute forme de discrimination dans l'accès aux services de santé via des campagnes nationales de sensibilisation. 5. La numérisation et la modernisation du secteur de la santé en développant des plateformes numériques pour le suivi des dossiers médicaux et en généralisant la téléconsultation. 6. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes dans le secteur de la santé. Ainsi, des mesures proactives et coercitives, mues par une forte volonté politique, seront prises pour ramener et rétablir la nécessaire confiance des citoyens vis-à-vis du système de santé. Il s'agira notamment de la digitalisation des achats, de la distribution des médicaments et de la facturation des soins, d'audits réguliers et de la suppression des paiements en espèces pour limiter les détournements, d'inspection inopinée, poursuites judiciaires et radiation des agents corrompus, mise en place d'un système de patients mystères pour détecter et signaler les abus. Concitoyennes, concitoyens,
Nos objectifs à moyen et long terme ne souffrent d'aucune ambiguïté. Il s'agira de rehausser l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, qui est de 55 ans, figurez-vous, en 2025. D'améliorer l'accessibilité des populations à des soins de qualité induits par la réalisation d'infrastructures modernes, par la formation et le recrutement de professionnels qualifiés et par la mise à disposition de médicaments abordables via une CMU réformée. De prévenir et anticiper les pandémies, de réduire drastiquement le taux de mortalité maternelle et infantile. L'atteinte de tant d'objectifs nobles et salutaires nous oblige à une approche basée sur une véritable volonté politique affirmée, un plan d'action contrôlé et de suivi-évaluation périodique, des contrats de performance avec les hôpitaux, une amélioration de la rémunération des praticiens, l'appel à la diaspora ivoirienne pour renforcer les effectifs et les matériels médicaux, le développement de la téléconsultation, l'intégration du secteur privé au contrat de performance, une cartographie sanitaire équilibrée sur tout le territoire, la production locale de médicaments et l'intégration de tradis praticiens au secteur de la santé après un contrôle rigoureux de leurs prestations, un contrôle permanent et des ajustements réguliers garantiront l'efficacité de cette politique. Avec GPS, nous avons une vision claire et des engagements concrets pour une Côte d'Ivoire en meilleure santé. Mes chers compatriotes, vous avez de plus en plus une nette idée et vision des engagements auxquels mon mouvement et moi-même sommes commis. Tous ces engagements seraient des vœux pieux, de simples promesses pompeuses, comme nous y ont habitué les politiciens aventuriers, pour emprunter la formule à feu le président Henri Konan Bédié, paix à son âme. Mais avec GPS, la parole a une vraie valeur et elle se respecte par vertu. Ils sont nombreux les hommes politiques prompts à promettre le ciel et la terre dans le seul but de corrompre le vote des populations. Mais une fois parvenus au sommet de l'État, ils s'emmurent, s'octroient tous les privilèges, méprisent nos hôpitaux en leur préférant ceux de si lointaines terres étrangères. Mesdames et messieurs, je vous le demande et je vous interroge. Peut-on un seul instant imaginer le président des États-Unis aller se faire soigner en Europe, le président chinois ou russe en évacuation sanitaire ailleurs que chez eux? La réponse est évidente, c'est non. Dans les grandes nations, les dirigeants honorent l'institution sanitaire et les médecins de leur pays en se soignant à domicile, car agir autrement, c'est revendiquer son propre échec. C'est pire, c'est mépriser, offenser son peuple qui se contenterait des mouroirs locaux. Désormais, il faut que cela soit autrement en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi GPS et moi-même, nous nous engageons, une fois parvenus au pouvoir, à nous soigner dans les mêmes hôpitaux que le peuple de Côte d'Ivoire, puisque nous ne sommes pas plus précieux, ni nos vies plus chères. Les membres des institutions de la République, du gouvernement, s'engageront à cet effet à l'occasion de la charte d'éthique pour se soigner dans les infrastructures sanitaires du pays. Il me semble évident que c'est toute la République elle-même qui, volontairement et avec détermination, s'attellera à hisser l'ensemble des infrastructures de santé à un niveau d'excellence afin que plus jamais un Ivoirien n'ait à chercher ailleurs ce qu'il devrait pouvoir trouver dans son propre pays en termes de soins. Les principes que mon mouvement et moi-même défendons sont des impératifs auxquels nous nous attacherons avec rigueur et détermination. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, notre vision stratégique pour la santé et la protection sociale est claire. Assurer le bien-être de chaque citoyen comme fondement d'une nation forte. Investir dans l'humain, c'est le meilleur investissement qui se puisse. Une fois encore,
je vous le redis avec conviction, je suis prêt et disposé à gouverner la Côte d'Ivoire avec vous. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je vous invite à nous rejoindre dans le train de la santé qui, avec assurance, nous conduira à la victoire commune d'une Côte d'Ivoire réconciliée, d'une nation réunie, tranquille et prospère. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous dans le cadre de cette session ordinaire de la SNEC. Évidemment, les choses n'ont pas été faciles puisque, comme si par enchantement, on ne voulait pas que cette session se tienne avec les difficultés techniques que nous avons eues. J'espère que donc les choses, les dieux de la technique reviennent pour établir parfaitement la situation. Je voudrais tout particulièrement remercier le président de séance qui a conduit avec brio cette réunion. Ne vous y trompez pas. GPS, vivant cette situation exceptionnelle qui lui est imposée, a tout de même trouvé les moyens de garder le contact avec la base, de travailler pour le rayonnement donc, du mouvement, mais pour insister, pour apporter notre contribution au débat démocratique dans notre pays. C'est pourquoi je voudrais saluer le président de séance, à sa suite, la secrétaire. Nous avons vu toutes les difficultés de connexion qu'il y a eu. Ça révèle aussi l'échec du, du système actuel. Il n'y a même pas de connexion fiable en Côte d'Ivoire. Il a fallu que ce soit ceux qui sont de la diaspora qui puissent assurer un flux réel de connexion pour permettre que les idées de GPS, donc même dans l'AES, notre connexion Internet est bien mieux que celle de la Côte d'Ivoire. La preuve, je parle sans anicroche ni difficulté. Et pourtant, que n'a-t-on pas dit sur le développement exponentiel de la Côte d'Ivoire? Mais chaque jour, dans les faits, dans le quotidien, on se rend compte que même le simple fait de parler, d'avoir une simple connexion en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Tous ceux qui ont voulu parler à partir de la connexion ivoirienne, ça n'a pas fonctionné. Merci à l'AES une fois de me permettre de parler librement et avoir une bonne connexion pour m'adresser aux Ivoiriens. Quand je finis de remercier le bureau, je voudrais revenir et dire donc aux membres de la SENEC que le livre dont a parlé le professeur Franklin, il est co-auteur, est déjà disponible sur Internet. Vous tous, vous pouvez acheter ce livre au moment même où nous sommes en train de parler. Il est sur Internet, sur Amazon. Certains parmi vous peuvent déjà commencer à taper sur Amazon et je veux que tout le monde l'achète. C'est un acte militant. Il faut récompenser l'effort de ceux d'entre nous qui consacrent du temps, de la réflexion pour écrire des livres. Donc, et je demande aux membres de la SNEC, il faut acheter ce livre, chacun doit pouvoir en acheter 50, 100 pour le distribuer aux Ivoiriens. Donc, si vous tapez sur Amazon tout de suite,
Le livre est là, il vous attend. Achetez-le. C'est le premier acte de notre campagne. Mesdames et messieurs, j'ai saisi l'occasion de cette session pour saluer la résilience, l'abnégation, la détermination de chacune et de chacun d'entre vous. Vous êtes engagés dans le combat et la lutte pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Je veux simplement vous dire et vous assurer, en ce qui me concerne, de mon engagement à être à vos côtés pour conquérir démocratiquement le pouvoir d'État et gouverner autrement notre pays pour le plein épanouissement de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Je vous l'ai dit, je suis prêt. GPS est prêt. Nous sommes prêts et disposés à gouverner la Côte d'Ivoire. Je ne cesserai de le dire. Cette conviction et cette assurance, mais aussi cette détermination, trouvent leur fondement dans une expérience que nous avons des rouages et des mécanismes de l'État. Nous avons assuré et géré des crises quand nous étions au sommet de l'État. C'est pourquoi notre projet de société ne peut qu'être réaliste, fondé, bâti à partir d'expériences, de connaissances. Maintenant, mesdames et messieurs, il ne tient qu'à vous de vous mettre au travail sans relâche, en réalisant le travail rigoureux de maillage et d'implantation de notre mouvement sur l'ensemble du territoire. Et cela dans la perspective électorale. C'est vrai, nous avons travaillé et notre stratégie a permis la nomination de 136 coordonnateurs régionaux. Je demande que cela se poursuive avec la nomination prochaine de 450 délégués de zone qui viendront compléter notre réseau de maillage du territoire. Au niveau de la diaspora, je procéderai très rapidement également à la nomination de 24 coordonnateurs pays et de 61 délégués de zone qui se lanceront à la conquête de nos compatriotes vivant à l'extérieur. J'insiste sur la structuration de notre mouvement. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est notre bien unique, notre bien précieux. Et la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation, de pardon et d'unité. La Côte d'Ivoire a besoin de retrouver son âme. La Côte d'Ivoire a besoin de retrouver ses filles et ses fils. La Côte d'Ivoire a besoin que nous tous, nous tendions la main pour construire ensemble un avenir où chaque Ivoirien trouvera sa place. Cela est essentiel. Et je vous le promets, je suis déterminé en m'engageant dans cette voie à réussir le pari de ramener la Côte d'Ivoire à la réconciliation. Et je suis convaincu qu'avec vous, déterminé, nous réussirons.
Malgré les obstacles, les difficultés, les embûches, nous réussirons. C'est ce à quoi je vous invite pour qu'ensemble nous puissions franchir ce dernier virage. Et je vous le garantis, nous le franchirons avec succès. Chers membres de la Conférence nationale d'expression citoyenne, encore, je vous souhaite une excellente année 2025, placée sous le signe de l'espoir et de la victoire. Vive GPS, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.